Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. L'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro ouvre ses portes. Il a été inauguré aujourd'hui par le Premier ministre Patrick Kachi. L'Institut dédié au savoir et à l'excellence permettra d'améliorer de manière significative la formation des animateurs de la justice à la mise à disposition d'outils modernes et performants. La commission technique mixte de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée a été installée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et son homologue guinéen concrétisent ainsi la volonté des chefs d'État des deux pays qui ont décidé de renforcer leur coopération sécuritaire. Il s'en est allé le 8 juillet 2020. Un an après, ses œuvres continuent de parler pour lui. Les valeurs de travail qu'il a prônées de son vivant seront distillées aux jeunes à travers l'institut qui porte son nom, l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, créé en la mémoire de l'ancien Premier ministre, a été inauguré aujourd'hui. Et nous aurons un dossier dans ce 20h consacré à la formation dans nos écoles et les résultats scolaires. Quel système de formation pour une école de qualité? Comment sont recrutés, par exemple, les enseignants du primaire? La formation dispensée dans les CAFOP est-elle de qualité? Quelles sont les difficultés rencontrées? Réponse tout à l'heure. Soyez la bienvenue sur RTI1. Nous commençons tout de suite par Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne qui a désormais son Institut national de formation judiciaire. Il a été inauguré aujourd'hui par le Premier ministre Patrick Kachi. Ce haut lieu de l'institution judiciaire dédié au savoir et à l'excellence permettra d'améliorer la qualité de la formation des animateurs de la justice par la mise à disposition d'outils modernes et performants. Ce témoignage Alexis Ouedraogo. L'Institut national de formation judiciaire ouvre ses portes à Yamoussoukro. Construit au sein de la future cité judiciaire, l'Institut regroupe 4 grandes écoles de formation initiale et continue des magistrats et greffes de la protection judiciaire. Ce vendredi, le chef du gouvernement est venu inaugurer l'ouvrage. La capitale politique, elle, s'en réjouit. La qualité de l'appareil judiciaire d'un pays fait partie des paramètres que les grands investisseurs internationaux étudient avant de s'impliquer dans le développement de ce pays. Or, la qualité de cet appareil judiciaire dépend en très grande partie de la compétence des femmes et des hommes qui le font fonctionner. Partant, l'éducation, la formation, l'excellence sont des critères plus qu'essentiels à toutes nos sociétés et spécifiquement à notre pays qui s'est engagé résolument sur le chemin du développement humain. Fruit de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire via le C2D, ce temple de la magistrature signe la force de la coopération entre ces deux pays qui prépare d'ailleurs le C2D 3. Le programme C2D Justice en Côte d'Ivoire est aujourd'hui le plus important programme de l'AFD dans le secteur de la justice dans le monde. 7 ans après son démarrage, le C2D Justice a permis la construction d'infrastructures importantes. Tous ces travaux seront livrés avant la fin de l'année 2021. Les nouveaux locaux de l'Institut national de formation des études judiciaires, mais également ceux du Centre de formation continue d'Abidjan, dont la réception est prévue en octobre 2021, vont permettre de former chaque année davantage de professionnels de justice. D'un coût de réalisation de 11 milliards de francs CFA financé par le C2D, l'Institut qui se positionne déjà comme pôle de référence dans la sous-région pourra héberger plus de 300 étudiants et dispenser des cours en simultané à 650 d'entre eux, tout en contribuant bien sûr à une meilleure exécution du droit. Si la qualité de l'enseignement ne faisait l'ombre d'aucun doute, les conditions d'enseignement étaient difficiles en raison de l'inadaptation des locaux. C'est donc avec une immense joie et une légitime fierté que l'INFEJ reçoit ces nouveaux locaux qui lui permettront de parfaire la formation des acteurs judiciaires ivoiriens et de répondre aux sollicitations extérieures des pays amis. Cette inauguration s'inscrit dans un processus de renouvellement des infrastructures pour, d'une part, faciliter et améliorer l'accès des populations aux services publics de la justice et, d'autre part, permettre à la justice de mener ses missions dans de meilleures conditions. Pour le chef du gouvernement, l'Institut vient donner vie à une vision, celle du chef de l'État de renforcer le capital humain. Parce qu'il est certain que l'acte que nous posons aujourd'hui
constitue un jalon majeur dans la marche de notre pays vers une justice moderne, indépendante et accessible à tous. L'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro sera le symbole même de notre Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire en marche, qui regarde vers l'avenir, sûre de son destin, mais pleinement consciente des marches qu'il lui faut encore franchir pour atteindre cet horizon de 2030, dessiné par le président de la République, celui d'une Côte d'Ivoire solidaire, intègre et prospère. Patrick Hachi n'a pas manqué de saluer l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire, qui donne vie à des projets d'envergure dans le pays. Autre événement qui capte l'attention ce vendredi, la mise en place de la commission technique mixte de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée. La commission a été installée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et son homologue guinéen concrétisent ainsi la volonté des chefs d'État des deux pays de renforcer leur coopération sécuritaire. Explication détaillée avec Franck Quadio. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité et son homologue guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation installent le comité technique mixte de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée. C'est la phase pratique de la volonté des deux chefs d'État ivoiriens et guinéens de renforcer la coopération en tablant sur la sécurité aux frontières. Et l'idée de la matérialisation des deux frontières découle de la réactivation de l'accord cadre entre les deux pays signé le 20 décembre 1996. Que la commission technique mixte de matérialisation, qui sera réactivée, sera capable d'initier et de mettre en œuvre des actions conjointes, conformément aux visions de règlement pacifique des conflits, de renforcement de la paix, de la sécurité, de l'entente mutuelle, de la compréhension commune partagée et du développement harmonieux au bénéfice des deux pays. Dès lors, il est temps d'opérationnaliser la commission technique et de la doter des moyens nécessaires, de nous engager résolument à regarder et d'aller dans la même direction. Une commission technique mixte composée de membres issus des deux pays déjà au travail. De leur installation, une première rencontre permettra de définir la méthodologie et le plan d'action pour les prochaines années. Ainsi, le 19 février dernier, dans cette même salle, nous avons procédé à l'installation de la commission mixte paritaire de la matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes là de nouveau pour installer la commission technique mixte de matérialisation de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée. Cette dynamique, qui est à saluer, traduit la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, de consolider et de raffermir les relations fraternelles entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Cela en vue de créer un environnement global de sécurité et de paix, qui sont les préalables à la mise en œuvre de toute politique de développement socio-économique. Le général Vagondo Diomandé, au nom du Premier ministre Patrick Hachi, président cette commission, a réaffirmé la volonté des deux tutelles de mener à bout la mission. Rappelons que cette matérialisation sonne comme une réponse aux défis sécuritaires liés, par exemple, aux récentes incompréhensions aux frontières ivoiro-guinéennes dans certaines localités comme Sirana et Kpeyaba. On retrouve également les manches contre la corruption dans notre pays. Selon l'ONG Transparency International, la Côte d'Ivoire a obtenu le score de 36 sur 100 à l'indice de la perception de la corruption 2020. La Côte d'Ivoire est classée 104e sur 180 pays et 20e en Afrique. L'information a été donnée aujourd'hui même par le ministre de la Promotion et de la Bonne Gouvernance qui appelle chacun à renforcer la lutte. Dangui pour le reportage. L'annonce de la suspension de dirigeants d'entreprises publiques pour mauvaise gouvernance présumée a fait la une des journaux, enflammé les réseaux sociaux, fait couler beaucoup de salive et révéler l'intérêt des populations pour la lutte contre ce fléau. La fraude, les pots de vin, les copinages, pour affecter les gens, pour traquer ces personnes-là qui contournent la bonne marche des choses. Ça a trop duré même d'ailleurs. Qu'est-ce qui a trop duré?
des sanctions. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes va se poursuivre selon le gouvernement, qui a d'ailleurs renouvelé et actualisé sa volonté de mettre fin à ce fléau ce vendredi à la 5e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption à l'Hôtel Ivoire. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a annoncé la fin du sentiment général d'impunité et du phénomène des intouchables. Ceux qui se prévalaient de ces notions de intouchables et d'impunité, eux-mêmes ont pris conscience qu'ils ne peuvent plus l'évoquer. Cette dynamique s'inspire de la volonté affichée du président de la République d'élever la lutte contre la corruption sous toutes ses formes au rang de priorité nationale et donne déjà des résultats. Vous allez noter que certains dirigeants de sociétés sont en prison. Vous allez noter que certains dirigeants de sociétés ont été suspendus. Et nous attendons le résultat des audits et le chef de l'État est intransigeant là-dessus. Après avoir salué les efforts des autorités ivoiriennes dans la lutte contre la corruption, la représentante de l'Union africaine a plaidé pour l'usage de la pédagogie et de la pression exemplaire sur le front de la lutte contre la corruption. Ici en Côte d'Ivoire, il y a une décision importante selon laquelle il fallait faire la déclaration du patrimoine en début et en fin des mandats. C'est une très bonne situation afin de rassurer nos populations. Selon les chiffres officiels, la Côte d'Ivoire a obtenu le score de 36 sur 100 à l'indice de la perception de la corruption 2020 de l'ONG Transparency International. Le pays est classé 104e sur 180 pays et territoires et 20e en Afrique. Il était un exemple, il prônait la bonne gouvernance, l'abnégation au travail. 1 an après son décès, ses œuvres continuent de parler pour lui. Les valeurs qu'il a promues de son vivant seront distillées aux jeunes à travers l'institut qui porte son nom, l'Institut de formation politique. Amadou Gon Coulibaly, créé à la mémoire de l'ancien Premier ministre, a été inauguré aujourd'hui. La jeunesse est invitée à s'approprier les valeurs travail, loyauté, courage qu'incarnait Amadou Gon Coulibaly, nous rapporte Gabriel Zani. Amadou Gon Coulibaly, un homme à l'histoire politique faite de combats et de résilience. Une histoire politique qui ne doit pas prendre fin avec sa disparition. La vérité, il n'a pas laissé de vide. Il a laissé des valeurs. Et un homme ne vaut que par les valeurs qu'il incarne. Vous devez les incarner. Vous, cette génération pour laquelle il s'est battu. Un institut de formation politique porte désormais son nom. Cet institut dont les portes ont été ouvertes officiellement ce vendredi, 1 an après la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, a l'ambition de perpétuer les valeurs qui l'ont caractérisé. Les instituts de formation sont donc des structures qui permettent de former donc des jeunes et à la clé avec donc des certificats qui leur sont donc délivrés. D'ailleurs, la plupart des enseignants qui vont enseigner ces jeunes sont soit des universitaires ou des experts reconnus dans les différents sujets. Le vice en politique, c'est l'oubli. Les principes d'Amadou Gon Coulibaly seront enseignés dans cet institut, en plus des thématiques sur l'action et la participation politique, l'économie et la compétitivité. Pour les 6 prochains mois, nous avons donc sur 3000 candidatures, 200 jeunes qui ont été sélectionnés. Et dès l'année prochaine, nous aurons 2 fois 200 jeunes qui seront sélectionnés, donc pour des formations donc de 6 mois, avec 3 niveaux de formation, une initiation qui part donc sur les notions de base, sur les différentes doctrines, idéologies. Et ensuite, nous avons un second niveau de perfectionnement qui permettra donc aux jeunes d'avoir donc des modules plus approfondis. Près de 200 étudiants par session, 41 séances reparties en 94 heures, des formateurs de haut niveau. L'IFP-AGC se met à l'air du temps pour constituer une élite politique. Nous félicitons aujourd'hui les initiateurs de cet institut, mais aussi tous ceux qui ont organisé cela pour que ce soit une réalité aujourd'hui. Et il y a déjà une première promotion qui va bientôt être formée ici et nous espérons que beaucoup d'autres jeunes viendront se former à la chose politique. Contribuer au renouvellement du débat public par la formation, l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly a une vocation sous-régionale et est ouvert à tous sans distinction de sensibilité ou d'obédience politique.
Ils étaient réunis hier au Sofitel Hôtel Ivoire. Militants et cadres du RHDP ont rendu hommage à l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Notre reporter Mahama Traoré, lui, s'est intéressé à un fait, la vente du livre retraçant les mémoires du défunt, baptisé « Le cœur et l'esprit ». Cet ouvrage est actuellement prisé des militants qui veulent en savoir davantage sur la vie, le parcours, les convictions et les valeurs qu'il lègue à la jeune génération. Devant l'entrée de la salle du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire Abidjan, les militants du RHDP se succèdent au stand de vente des mémoires d'Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre. Le livre est seulement paru lundi dernier et chaque militant au cadre du RHDP veut avoir son exemplaire. J'espère trouver dedans des éléments de la vie de mon héros que je ne connais pas. Et voilà. Et je vais le dévorer tout à l'heure. C'est pour moi une passion de me procurer de tout ce qui parle d'AGC et tout ce qui concerne AGC. Les journalistes Venance Konan et Ziad Limam, qui ont participé à cette autobiographie, décrivent l'ouvrage comme un texte inachevé avec la disparition soudaine de l'auteur. Ceux qui souhaitent le connaître, vraiment c'est l'occasion. Et puis ceux qui l'ont aimé, c'est vraiment son testament. Aujourd'hui, ça a sa valeur de testament. Au moment où on l'écrivait, on ne pensait pas à ça, mais aujourd'hui, ça a la valeur de testament. Quand on l'a connu ou côtoyé, l'ouvrage baptisé « Le cœur et l'esprit » suscite curiosité. Plus de 300 numéros vendus sur le lieu de la cérémonie d'hommage des militants du RHDP au défunt président du directoire du parti au pouvoir. Sur place, certains parcourent déjà le livre. Là, la dernière partie que je venais de lire, il présentait un peu sa maman, qui a été la première dame à avoir, la première femme à avoir le CEP à Dafiré, je crois. Voilà. Donc, c'est un livre facile à lire qui présente bien le personnage. Amadou continue de nous parler lorsqu'on lit ce livre. Naturellement, de ses origines qui ont forgé son destin. Il disait dans ce livre qu'on a trop souvent l'impression que ceux qui font la politique sont les moins brillants. Et ils sont les moins brillants, c'est ceux qui ne savent pas trop quoi faire d'autres qui font la politique. Alors que c'est exactement le contraire. Si on veut développer son pays, la politique a un pas important également dans ce projet-là. Et j'avoue que j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai lu tout le long du document qu'il avait en charge de tenir cette renommée de la grande famille Gon Coulibaly et surtout le patriarche Peleforo Gon Coulibaly qui a été un homme de droiture, un homme de dignité, un homme de la Côte d'Ivoire plurielle et lui il tenait à préserver cette image. Dans ce livre de 155 pages, celui qu'on surnommait le Lion se dévoile en 11 chapitres. En toute exclusivité, il raconte ses relations avec Alassane Ouattara, la conquête du pouvoir d'État, ses blessures et même la greffe du cœur qu'il a subie en 2012 en France. Et AGC reste à jamais dans les cœurs. Les artistes chanteurs de Côte d'Ivoire sont aussi reconnaissants. L'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ils lui ont rendu hommage lors d'un grand concert au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Et bien pour ces artistes, AGC, Amadou Gon Coulibaly était un mécène qui ne ménageait aucun effort pour les soutenir, les aider. Ahmed Traoré, Franck Kouadio. 8 juillet 2020, 8 juillet 2021, un an jour pour jour que s'en est allé. L'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la scène du Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire Sofitel célèbre sa mémoire. Amadou Gon Coulibaly, un homme d'État qui de son vivant savait revêtir les habits de la tradition, ceux du terroir, mais aussi être un mélomane avisé. Une inclinaison reconnue par tous et même par les faiseurs de musique. Amadou, c'est mon frère. Sa mort vraiment nous a surpris, nous a étonnés. Et je ne suis pas le genre à croire aux coïncidences. Et c'est vrai, c'est la volonté de Dieu. Une cérémonie hommage sur scène se succèdent plusieurs genres musicaux, ceux dans l'air du temps, le tradi moderne et même l'art oral. Cerise sur le gâteau, la vedette internationale venue du Mali, Sidiki Diabaté. Ils étaient là, venus d'horizons divers, honorer artistiquement Amadou Gon Coulibaly, AGC, et toujours dans le même élan d'hommage des proches ou des collaborateurs issus du même giron. Le seul mot que je peux dire, c'est merci.
Merci à tous ces artistes qui, de façon gracieuse, ont décidé de redonner un peu à Amadougon ce qu'il leur a donné. Ces artistes ont voulu lui rendre hommage à leur manière parce que Amadougon a été auprès d'eux. Il a été constant dans le soutien à ces artistes parce qu'il croyait à la culture. Et donc nous sommes honorés avec tous les collègues d'être là et de venir leur apporter aussi notre soutien. Pour leur part, les artistes n'ont pas voulu être un reste. Ils ont pris l'engagement d'honorer la mémoire de feu Amadougon Coulibaly partout où besoin se fera sentir. Pour eux, l'homme était un mécène. Voilà, et la Côte d'Ivoire n'oubliera jamais ses illustres fils disparus. Elle les portera toujours dans son cœur. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage vient de publier les résultats des examens du CAP, BP, BT et BP session 2021. Cette année, les résultats donnent 62,30% au niveau national contre 82,13% l'année dernière. Notons que sur 22 394 candidats, seuls 13 951 ont obtenu le précieux sésame. Franck Quadio. Proclamation des résultats des examens de l'enseignement technique session 2021. Ce vendredi, il est 14h. Aïcha et ses amis attendent avec impatience. Quelques minutes plus tard, notre candidate découvre son résultat. Elle est admise. Je suis soulagée. Enfin, oui, madame, ça marche. C'est aussi la joie chez les amis d'Aïcha. Venu en retard, Diakaridja se dirige vers le tableau d'affichage. Après avoir parcouru les différentes listes, il ne retrouve pas son nom. Ça n'a pas marché. Bon, je ne suis pas trop découragé que ça. Selon le directeur des examens des concours de l'orientation et des bourses, Bertin Kwasi Yao, cette année, le taux de réussite est faible, contrairement à l'année dernière. Les examens de la formation professionnelle concernent les diplômes suivants. Le certificat d'aptitude professionnelle, qu'on appelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet de technicien BT et le brevet professionnel BP. Pour cette session 2021, nous avons enregistré 22 503 candidats. Sur les 22 503 candidats, nous avons enregistré 13 951 admis, ce qui fait un pourcentage de 62,30%. Ce sont plus de 22 000 candidats qui ont pris part aux examens de l'enseignement technique cette année. Au CBCG de Cocody, ils sont 510 candidats enregistrés avec un taux de réussite de 40%. Reportage réalisé par Franck Quadio et Konaté Moussa. On en arrive à notre dossier VDC de ce 20h consacré à la formation dans nos écoles et les résultats scolaires. Quel système de formation pour une école de qualité? Quelles sont les retombées de la réforme entreprise par le gouvernement ivoirien il y a quelques années? Comment sont recrutés les enseignants du primaire? La formation distillée dans les CAFOP est-elle de qualité? Ce sont autant de questions soulevées dans le dossier VDC réalisé pour vous par Sephora Zegui et son équipe. Je vous invite à suivre. Grand Bassam, centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Ici sont formés plus de 400 élèves maîtres. Ce matin, la directrice du centre procède à une visite inopinée. Ça va, tout va bien. Depuis 3 années, la formation des enseignants du primaire est passée au système APC, c'est-à-dire l'approche par les compétences. Ce changement est survenu pour renforcer la qualité de la formation au niveau des CAFOP selon la tutelle. L'APC a-t-elle véritablement un impact sur la qualité de l'enseignement? La formation modulaire amène l'enseignant à recevoir des informations, des enseignements dans le domaine de la profession qu'il a choisi. Nous nous sommes rendus dans 3 centres d'animation et de formation pédagogique sur les 16 que compte la Côte d'Ivoire, Grand Bassam, Aboissou et Dabou.
Dans cette classe à Aboisseau, le professeur lie la théorie à la pratique. Aujourd'hui, c'est Edouard Oka qui dispense le cours à ses camarades. Ok, très bien. On travaille en groupe, vous avez 5 minutes. C'est passionnant, et c'est un sacerdoce. Cette méthode exigée par l'APC permet à l'élève maître de se familiariser avec le métier d'enseignant. Dans le rapport international du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC 2019, publié par la Confémen en décembre 2020, indique que les seuils de maîtrise des compétences des enseignants se situent à des niveaux relativement satisfaisants, avec des taux de 84% en langue et 65% en mathématiques. Mais en revanche, les connaissances didactiques des enseignants sont beaucoup moins solides. Nous nous sommes donc interrogés sur la qualité de la formation dans les CAFOP. C'est en 2012 que le CAFOP a été audité pour insuffisance dans la formation. Depuis 5 ans aujourd'hui, la réforme est en marche. Les auditeurs nous ont conseillé de passer à une réforme pour pouvoir améliorer l'enseignement au CAFOP. Et donc, depuis pratiquement 3 ans, 4 ans, la réforme a été généralisée dans les 16 CAFOP de la Côte d'Ivoire. Donc, en CAFOP, nous enseignons désormais avec des modules que nous exécutons en CAFOP, dont 9 en première année et 5 en deuxième année. Ces modules qui s'exécutent se font aussi en même temps avec la pratique sur le terrain. Une réforme qui nécessite des manuels didactiques adaptés selon les professeurs. Depuis combien de temps nous attendons à ce qu'il y ait de nouveaux livres? Mais jusque-là, on attend, mais les livres ne sont pas encore confectionnés, donc c'est un problème pour nous. Dans les bibliothèques visitées, les manuels existent bel et bien, mais sont d'une autre époque. Il y a beaucoup de manuels, mais c'est des manuels qui sont caducs. Mais les enseignants, comme ils ont du génie, ils réussissent à adapter ces contenus-là. C'est à la direction de la pédagogie et de la formation continue que nous nous rendons pour comprendre. On a modularisé l'enseignement actuellement au CAFOP. Autrement dit, on a passé des cours ex cathedra à des modules. Parce que nous sommes dans une école de formation professionnelle, il y a 14 modules. Et ces CAFOP ont été faits à partir d'un référentiel. Le référentiel, c'est quoi? C'est le document qui dit les compétences que l'élève maître doit avoir quand il est devant les élèves pour mieux accomplir son devoir. Et du référentiel, donc, on déduit les modules. Et on est passé de 2 à 3 ans parce qu'on veut donner beaucoup plus de temps à ce que les élèves n'aient pas seulement des savoirs théoriques, mais des savoirs pratiques. Et donc, le manuel ne s'impose pas dans une école de formation. On peut en faire, mais normalement, c'est les élèves qui ont besoin de manuel, pas leur maître. Les méthodes ne sont pas consignées, ne sont pas collées au manuel. Lorsqu'un enseignant est bon, vous lui donnez n'importe quel manuel de n'importe quelle méthodologie, ce qu'il cherche, il va adapter. Ce qu'on leur demande, c'est de l'autonomie pour pouvoir adapter ce qu'ils veulent faire. Le secteur de l'éducation est en plein chantier pour améliorer sa qualité. Le directeur de la pédagogie et de la formation continue demande donc de la patience aux Ivoiriens. La qualité, effectivement, est liée à la qualité des apprentissages et à la qualité même des documents. Nous sommes conscients de ça. Nous y travaillons. C'est pour ça que cette année, l'État travaille à produire les livres du CE. Les derniers qui sont là-bas remontent à 2008. Pour que la formation dans les CAFOP soit au sommet, tous sont unanimes. Il faut revoir les conditions d'accès dans ces centres de formation pour enseignants. Nous souhaitons qu'on recrute les élèves qui ont le bac. Oui. Peut-être que ça nous permettra d'encore filtrer les brebis galeuses, certaines brebis galeuses que nous voyons dans notre corps. La tutelle est aujourd'hui disposée à relever le niveau de l'enseignement dans ces établissements et cela passe nécessairement par de grandes décisions. On est à mi-parcours d'un projet important qui a fabriqué un manuel de mathématiques et un manuel de français. Et justement, on est allé en trouver une méthode qui s'appelle « Teaching at the right level », enseigner l'enfant au niveau où est l'enfant. C'est tout ça qui est en train de bouillonner dans la marmite. Ça, j'aurais demandé aux Ivoiriens qu'on ait un peu de patience. C'est vrai que le résultat est mauvais. Il ne faut pas le dire autrement. Il faut que nous pigeons en nous-mêmes des ressources, une ingénierie propre à nous pour avancer. C'est ce qu'on est en train de faire. On contextualise ce qu'ils nous disent.
Patrice Siloué rassure les élèves, parents d'élèves et toute la communauté éducative que des efforts seront consentis pour le rayonnement de l'école ivoirienne. Madame Mariatou dit toujours qu'elle veut une école de la réussite pour tous. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens. Depuis 50 ans au moins, les 16 centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP s'emploient à la formation des élèves maîtres. À ce jour, plus d'1 millier d'enseignants sont sortis de ces centres pour se consacrer à la formation des élèves du primaire. La plupart de ces écoles n'ont pas été réhabilitées. Les CAFOP d'Aboisseau, Grand Bassam et d'Abou devraient initialement accueillir un peu plus de 170 élèves maîtres. Aujourd'hui, ils accueillent respectivement 410, 473 et 600 pensionnaires. En plus du problème de la formation, la tutelle devrait se pencher également sur le problème de surpopulation. Voilà, quel système de formation pour une école de qualité. C'était le dossier Vide ici réalisé pour vous par Sephora Zegui du service Société et Grandes Enquêtes de la rédaction de RTI 1. Le ministre des Transports visite le port d'Abidjan afin de s'assurer de la bonne évolution des travaux de modernisation. Sur place, plusieurs projets majeurs, vous allez le voir, sont en phase de réalisation pour permettre d'accroître la compétitivité de l'infrastructure portière. Les ouvrages sont globalement à 41% de niveau d'exécution, nous témoigne Lancine Bakayoko. Sur les plateformes portuaires, des pelleteuses au long cou, des grues déchargeant des amas de fer à béton, et des ouvriers fortifiant des fondations. Nous sommes sur les chantiers de construction des infrastructures et superstructures du port d'Abidjan. Il s'agit notamment du deuxième terminal à conteneurs et du nouveau quai roulier, du port de pêche, tout comme de la rénovation des terminaux minéraliers et céréaliers. Des chantiers robustes, mais surtout des projets structurants que le ministre des Transports est allé voir de visu. Nous sommes impressionnés de voir que malgré la Covid et toutes les difficultés qu'on a eues, donc le chantier avance très bien. Nous sommes aujourd'hui à 22 millions de tonnes de marchandises. On ambitionne à la fin de ces travaux de passer très rapidement à 30-35 millions dans les 5 années qui arrivent. Avec l'élargissement de son tirant d'eau à 16 mètres et les grands espaces aménagés, le port d'Abidjan pourra en effet accueillir de gros navires. Plus de 1100 milliards de francs CFA sont mobilisés pour améliorer la qualité de ces différentes infrastructures du port d'Abidjan. Les infrastructures sont terminées à 100%. C'est les superstructures qui sont en cours aujourd'hui, qui sont avancées à 41%. Et l'horizon de finition, c'est juillet 2022. La gouvernance des nouvelles infrastructures portuaires se fera dans un contexte de partenariat public-privé sous forme de concession. Pour la gestion, c'est le consortium formé par les groupes français Bolloré et Bouygues et le groupement danois Maersk. Et pour la construction des infrastructures, c'est la Chine qui est à la manœuvre. Il est important que les délais de réalisation des projets soient tenus. Tout ce qui devra être fait au-delà des infrastructures pour accroître, améliorer et maintenir durablement donc les performances du port autonome d'Abidjan. Le port d'Abidjan représente 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire. Allez, au plan sanitaire, on ne baisse pas du tout la garde contre la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde. La sensibilisation s'accentue dans notre pays. Restons vigilants, le coronavirus continue de circuler. Ce vendredi 9 juillet, on dénombre en Côte d'Ivoire 37 cas positifs sur 2641 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, 39 nouvelles guérisons et un décès enregistré malheureusement ce jour. 373 cas actifs, 850 857 personnes se sont faites vacciner à ce jour. Faisons-nous tous vacciner, préservons notre santé et celle des autres en observant scrupuleusement les gestes barrières. Ces gestes simples, mais ces gestes qui sauvent. Eh bien, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h supervisé par Hervé Blé, réalisé par Awa Sawadogo. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous de continuer à nous suivre à travers le monde. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Koulibaly.